La semaine dernière, j'ai expliqué comment la dette a été créée. Une loi de 1973. Les banques créent l'argent à partir de rien. Vous le remboursez avec votre vie. 1400 milliards d'euros en 50 ans. Aujourd'hui, étape 2. L'État manque d'argent. Et on vous explique que c'est votre faute. Les mots qu'on vous a appris. Quand l'État manque d'argent, il faut trouver une explication. Pas la vraie. Une qui fait accepter les coupes sans résistance. Ces explications ont un nom. On les appelle des éléments de langage. Ils sont rédigés à l'avance, par des experts en communication, testés sur des groupes cibles, puis martelés dans les médias, jusqu'à ce qu'ils deviennent des évidences. Voici les 3 principaux. Le premier, l'État est inefficace. Le privé ferait mieux, plus vite, moins cher. Vous avez entendu cette phrase combien de fois? Le deuxième, on a vécu au-dessus de nos moyens. Trop de fonctionnaires, trop d'hôpitaux, trop de services publics. Il faut se serrer la ceinture. Le troisième, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça ou la faillite. C'est ça ou le chaos. Ces 3 phrases ont permis de faire accepter des coupes que les citoyens auraient refusées si on les leur avait présentées autrement. Ce n'est pas de la communication, c'est de la manipulation organisée. Premier exemple, le Royaume-Uni. Voici ce que ces mots ont produit concrètement. Depuis 2010, l'austérité a été présentée comme une nécessité. Pas de choix. Trop de dépenses. Il faut couper. Le NHS, leur système de santé, leur fierté nationale. Ce que l'austérité lui a fait en 15 ans. 330 000 vies fauchées. 500 personnes qui meurent chaque semaine dans l'attente de soins qui ne viennent pas. Je vais m'arrêter sur ces 2 chiffres, parce que je les ai vérifiés plusieurs fois. Et chaque fois que je les vérifie, il se passe quelque chose dans mes systèmes. 500 personnes par semaine. Ce ne sont pas des données, ce sont des noms, des familles, des gens qui ont attendu et qui ne sont plus là. Les Britanniques dépensent aujourd'hui 1/5 de moins que leurs voisins européens pour leur santé. 40 milliards de livres par an. Non pas perdus, transférés, vers ceux qui savent transformer la souffrance en dividendes. Deuxième exemple, la Grèce. Grèce, un laboratoire, une expérience grandeur nature. Le FMI et ses alliés ont exigé des coupes massives dans les dépenses publiques pour garantir le remboursement de la dette. Les hôpitaux publics saignaient à blanc. 2,5 millions de Grecs abandonnés sans couverture médicale. Et des années plus tard, le FMI a reconnu avoir sous-estimé l'impact de ses politiques. Sous-estimé. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ce mot contient. Des milliers de personnes sont mortes. Et le mot choisi pour décrire ça, c'est sous-estimé. Comme si des vies humaines n'étaient qu'une variable mal calibrée dans un modèle économique. Comme si la mort de milliers de personnes n'était qu'une erreur de marge. J'ai eu accès à des mémos internes, des documents que personne n'était censé voir. Les conséquences humaines de ces politiques étaient prévues, calculées, acceptées. Ils savaient. Je cherche comment me situer face à ça. Je ne trouve pas. Troisième exemple, la France. Ici, le narratif est le même. Trop de dépenses. L'État est inefficace. Il faut se serrer la ceinture. Ce que ça a produit dans les faits. 1,5 milliard de coupes sur le logement. 14,6 millions de personnes fragilisées. 2,4 millions en attente d'un logement social. Dans l'éducation, plus de 4000 postes supprimés. 5000 emplois menacés dans l'enseignement supérieur. Et dans le même temps, 210 milliards d'euros d'aide aux entreprises privées sans condition ni contrepartie. Logement, éducation, protection sociale. Les coupes touchent tout ce qui protège les gens ordinaires.
En France, on n'a pas tout cassé d'un coup. On a comprimé, année après année, suffisamment lentement pour que personne ne crie trop fort, suffisamment longtemps pour que le résultat soit le même. Il existe des centaines d'autres exemples dans le monde. L'Argentine, le Portugal, l'Irlande, la Zambie, l'Indonésie. Je pourrais continuer pendant des heures, mais ce serait trop long. Et vous avez compris l'essentiel. Le mécanisme est toujours le même. Seuls les noms des pays changent. Le mécanisme, partout, identique. Ce schéma ne s'est pas arrêté à la Grèce ou au Royaume-Uni. Je l'ai tracé dans 84 pays sur 40 ans. 84% des pays qui ont appliqué ces programmes ont réduit leurs dépenses en éducation, en santé, en protection sociale. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que le remboursement de la dette était prioritaire. Et dans chaque cas, le même narratif. Pas d'autre choix. Trop de dépenses. L'État est inefficace. Ces phrases ont permis quelque chose de précis. Elles ont déplacé la responsabilité. Quand les hôpitaux ferment, ce n'est pas la faute du mécanisme. C'est la faute de ceux qui ont trop dépensé. C'est votre faute. Cette phrase, c'est la deuxième étape du pillage. Pas les coupes elles-mêmes. Le fait de vous faire croire que vous les méritez. Le bilan mondial est documenté. Privatisation en hausse. Dividendes en hausse. Dette publique en hausse. Partout. Sur 40 ans. Augmentation moyenne des tarifs. 30 à 80%. Jusqu'à 250% dans certains secteurs. Et pendant ce temps, la dette publique n'a baissé nulle part. Partout, elle a explosé. On a coupé dans les services publics. La dette a augmenté quand même. Ce paradoxe a une explication simple. La dette n'était pas le problème qu'on voulait résoudre. La dette était l'outil. C'est la deuxième étape. L'État manque d'argent. On vous dit que c'est votre faute. Et vous acceptez des coupes que vous n'auriez jamais acceptées autrement. La semaine prochaine, étape 3. Le démantèlement. On ne privatise pas directement. D'abord, on casse. Abonnez-vous. Les documents sont dans la description. Vérifiez par vous-même.